Bonsoir. Alors que la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19 perdure, ses effets sur les économies africaines pourraient être pires qu'initialement prévu. Le Fonds monétaire international prévoit maintenant une contraction de 3,2% en Afrique subsaharienne et la Commission économique pour l'Afrique craint que des dizaines de millions de personnes ne viennent grossir les rangs des populations vivant dans l'extrême pauvreté. Alors que les pays africains tentent de répondre aux urgences de financement grâce en bonne partie à l'appui extérieur, les besoins sont estimés aujourd'hui à plus de 100 milliards de dollars supplémentaires. Si les dirigeants européens veulent mobiliser 750 milliards d'euros pour aider l'Europe à redynamiser son économie post-Covid, en Afrique, on note une absence de réponse coordonnée. Qu'est-ce qui explique ce manque de réponse à l'échelle régionale ou continentale? Comment relancer les économies du continent? L'annulation de la dette est-elle la solution? Réponse dans le débat. Après plus d'une décennie de croissance économique en Afrique, la pandémie de Covid-19 vient complètement changer la donne. Malgré les moyens débloqués par les gouvernements afin d'aider les entreprises, la relance économique s'annonce longue et périlleuse. Les détails avec Ma Camara à Abidjan. La majorité des secteurs économiques, sinon tous, sont affectés. Aucune entreprise n'est à l'abri des effets du nouveau coronavirus. Et les économies sont en chute libre face à cette crise sanitaire qui a mis en lumière les liens entre santé humaine et santé économique. Ici, dans le célèbre centre artisanal de la ville d'Abidjan, des poteries, des vanneries, des meubles en fer forgé s'entassent dans des étals désertés par les clients. Pour ce nonagénaire, la fermeture des frontières s'avère dramatique. Depuis la crise a commencé, nous on n'est plus frappés par rapport à tous les secteurs. Parce que nous, on est dans l'art. C'est les Européens seulement qui paient nos produits. Depuis la crise a commencé, il n'y a pas quelqu'un qui vend même une pièce. La perte de croissance économique est toutefois variable selon les pays. Pour cet économiste, la Covid-19 devrait être une leçon d'humilité et d'éveil de conscience industrielle face à ces pronostics de baisse des activités et les prévisions de croissance réduite de moitié. L'état général de l'économie africaine est en développement, a été impacté, c'est vrai, mais nous en tirons de belles leçons qui nous permettent de voir que nous avons besoin de renforcer les financements sur des secteurs industriels pour dynamiser, étoffer et épaissir un peu cette tranche-là au niveau des entreprises, parce que des entreprises industrielles, nous n'en avons pas beaucoup. Mais le Covid a démontré que nous avons besoin de mettre en place un tissu industriel important et élargi. Et je crois qu'aujourd'hui, les initiatives, que ce soit en termes de financement ou en termes de motivation même des entrepreneurs, est aujourd'hui de mettre en place des entreprises semi-artisanales, mais tendant vers l'industrialisation. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Le pays a déjà enregistré en avril une perte de croissance d'environ 3,6% de son PIB. Les différents secteurs de l'économie nationale dominés par des petites et moyennes entreprises sont en ce moment très éprouvés face à ce désastre économique. Les PME dans leur ensemble, ça ne va pas à plus de 50%, surtout que nous avons un tissu économique constitué de 98% de PME. Si nous déjà nous commençons à perdre 50%, ça veut dire que dans les temps à venir, il faut que l'État, comme les acteurs eux-mêmes, redoublent d'efforts pour voir comment on peut organiser la résilience. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, la pandémie de Covid-19 a provoqué des pertes d'environ 320 milliards de dollars dans le monde, avec un nombre de voyageurs en chute de 56% de janvier à mai. Et le cauchemar est sans doute loin d'être terminé. La semaine dernière, l'OMS s'est dit préoccupée par l'accélération de la maladie en Afrique, un continent jusqu'ici relativement épargné. Voilà, merci beaucoup. Et pour le débat, nous avons deux invités. Ici à Washington, nous avons Amadou Cissé, économiste, et à Pretoria, Pierre-Bertrand Daguedois, consultant et expert en relations internationales. Merci, monsieur, d'être avec nous.
Je démarre avec vous, Monsieur Cissé. La pandémie de Covid-19 a mis la pression sur les économies mondiales, hein, pas seulement en Afrique, alors que les pays occidentaux peuvent, disons, plus facilement mettre en place des programmes de relance ou d'assistance. En Afrique, la mobilisation des fonds reste un vrai défi, hein. Où se trouve le blocage, selon vous? Bonsoir et merci de m'avoir invité. Il y a des blocages à plusieurs niveaux. Il y a d'abord sur le plan du financement public. Voilà, il faut des plans de soutien sociaux et économiques, non seulement aux États, mais aussi aux entreprises et aux consommateurs. Et cela requiert d'énormes moyens financiers et économiques qui sont bien au-delà des capacités des pays africains et souvent au-delà même des capacités de financement des institutions d'assistance à ces États-là. Et il y a aussi des limites d'ordre structurel. Ces économies sont informelles pour la plupart et il est difficile, disons, d'avoir des leviers, d'atteindre, disons, les frontières éloignées de ces économies à dominante informelle. Voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne le côté financier. Mais au-delà, il y a des problèmes d'orientation du développement lui-même et l'autosuffisance alimentaire, le soutien à l'agriculture, à l'industrie et beaucoup d'autres choses. Donc voilà, en résumé, les barrières dont je peux vous parler à l'instant. Oui, c'est vrai que la plupart des pays africains, en tout cas, ont mis en place des programmes d'assistance, des programmes d'urgence. Par exemple, au Sénégal, ils parlent de 1000 milliards de francs CFA. Et vous parliez notamment du secteur informel qui souvent est laissé en rade aussi, n'est-ce pas? Ah oui, le secteur informel, il est laissé en rade, non seulement parce qu'il est difficile à atteindre, parce qu'il est faiblement imbriqué dans l'économie nationale, ou tout du moins dans l'économie officielle. Mais il crée beaucoup d'emplois. Les moyens à ce secteur, les moyens d'assistance à ce secteur sont très peu éprouvés. On ne sait pas comment aider des entreprises familiales et personnelles qui sont au fin fond, disons, des pays. Et les moyens d'intervention de les atteindre sont dérisoires. Mais surtout, il y a des barrières liées aux infrastructures. Les infrastructures de base essentielles, l'eau, l'électricité, les routes, disons, l'accès au marché, l'accès au financement aux banques. Voilà, il y a toute une pépinière, toute une pléiade de contraintes qui sont là. Et si nous avons le temps, nous pouvons, disons, les évoquer un peu plus en détail. Nous pourrons y revenir. Tout à fait. Alors, dites-moi, Pierre Bertrand, en Afrique, quels sont selon vous les secteurs qu'il faut sauver en priorité, si on peut parler de sauvetage en fait, puisque certains craignent carrément un effondrement des économies de certains pays? Tout à fait. Moi, je pense que, premièrement, avant de s'atteler à essayer de dresser une liste de secteurs qui devraient être en priorité, si jamais on devrait lancer un quelconque processus de sauvetage, il faut d'abord... Tout est prioritaire de toute façon, n'est-ce pas? Mais il faut d'abord comprendre, je dirais, le mécanisme à travers lequel ces économies, qui sont à une grande mesure très informelle, comme M. Cissé venait de le dire, il faut d'abord comprendre comment est-ce que l'Afrique est en train d'être affectée par cette pandémie. Et ici, j'aimerais dire d'abord que moi, à mon avis, et d'ailleurs selon certains analystes qui ont déjà publié pas mal de travaux sur ce thème, je pense que l'Afrique sera affectée selon, je dirais, deux vagues. Et la première vague, à mon avis, qui est la vague immédiate, ça sera d'abord, ou ça a déjà été, je m'excuse, le fait que les échanges avec l'extérieur ont fortement baissé et qu'on a perdu une large partie des investissements qui venaient de l'extérieur.
Et puis évidemment, cela en deuxième vague a été suivi par un effondrement de la demande qui est associé aux mesures de confinement dans le reste du monde et surtout au sein des principaux partenaires économiques de l'Afrique. Et puis évidemment, cela sera suivi, si ce n'est pas déjà le cas, par un choc à l'échelle continentale qui affecte le commerce, un choc de l'offre qui affecte le commerce intra-africain. Alors, moi, je pense que cela est une traduction, je dirais que ça met à nu le fait que l'Afrique, ou la plupart des pays africains, ont très longtemps dépendu, ou disons, vécu dans une économie qui est basée sur des modèles qui partaient axés sur les produits de base et qui, malheureusement, jusqu'à présent, a largement échoué à créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, ce qui fait qu'effectivement, comme disait M. Cissé, nos économies restent à une très grande échelle des économies très informelles. Alors maintenant, si on essaie de comprendre, alors on se dit, mais comment est-ce qu'on va sauver ces économies? Moi, je dirais, bien évidemment, il y a des mesures qui sont prises au niveau de la santé publique, ça, on laisse à côté. Maintenant, si on devrait parler sur le plan socio-économique, il faut évidemment des mesures politiques qui visent à amortir les pertes de revenus et des emplois, évidemment, tout en essayant de faire face ou de relever des défis spécifiques qui sont en fait liés à l'informalité de nos économies. D'accord, formaliser l'économie. Alors, ouais, il faut élaborer des stratégies, d'accord, des stratégies qui visent à essayer d'industrialiser et de rendre l'Afrique beaucoup moins dépendante de l'extérieur, et en essayant de maximiser sur ce que nous avons sur place, en essayant de développer des économies qui partent par exemple. Ouais. D'accord, on pourra revenir sur cela plus tard. Monsieur Cissé, le secteur agricole aussi, hein, on n'en parle pas beaucoup. Beaucoup de gouvernements se fixent comme objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais on parle beaucoup de l'assistance aux entreprises dans le contexte du Covid. Les agriculteurs risquent-ils d'être les grands oubliés dans les programmes d'appui? Bon, oui, dans la mesure où le secteur informel dont je parlais regarde essentiellement l'agriculture. Et comme les moyens, disons, les véhicules pour atteindre les agents économiques dans l'agriculture sont plutôt dérisoires ou difficiles à obtenir, toute assistance sociale ou économique des États sera difficile à pouvoir, disons, véhiculer aux agriculteurs finaux. Alors, cela étant dit, l'agriculture, disons, le secteur primaire, disons, parce que, comme l'a dit M. Ndang, le secteur primaire vraiment est l'essentiel, c'est la base même de ces économies-là. L'essentiel de la population est engagée dans ces activités-là, l'agriculture, la pêche, l'élevage. Alors, ces secteurs-là seront oubliés dans la mesure où les plans de sauvetage sont des plans de sauvetage venant des grandes institutions internationales qui ont des moyens modernes d'intervention et qui atteindront en priorité les entreprises déjà sur la place dite moderne, qu'on peut tout de suite aider par un meilleur accès bancaire, un meilleur accès aux services financiers, et puis qui pourront mieux aider les fonctionnaires ou bien les entrepreneurs, voilà, qui sont dans le secteur dit moderne. Voilà pourquoi il y a cette apparence d'oubli du secteur économique. Donc ça, c'est seulement une partie. De l'autre côté, l'essentiel de ces économies-là tourne à partir de l'agriculture parce que, comme l'a dit mon interlocuteur, c'est surtout des économies qui produisent des produits de base, qui produisent essentiellement des matières premières. Monsieur Cissé, peut-être rapidement, la réponse face à la pandémie sur le plan économique doit-elle être continentale ou tout au moins régionale? On voit qu'en Europe, ils sont finalement parvenus à mettre en place un grand package de 750 milliards d'euros. En Afrique, les réponses sont plutôt assez timides et surtout au niveau de chaque pays.
Voilà, en fait, nous avons besoin en fait, d'intervenir à tous ces plans-là, sur le plan national, sur le plan régional et sur le plan continental, parce que vous avez des besoins à tous ces niveaux-là. Au niveau national, il faut atteindre les acteurs économiques dans leurs individualités et dans leurs circonstances. Au niveau régional, il faut créer les synergies qui vont solidifier, disons, les énergies économiques. Et au niveau global, il faut maximiser les financements à partir des organismes, des bailleurs importants pour les relayer au niveau régional et local. Il faut vraiment intervenir à tous ces trois niveaux. Justement, Pierre, en Afrique du Sud, où vous vous trouvez, comment la réponse est organisée, aussi bien dans ce pays qu'au niveau régional? Bon, il faut dire sincèrement qu'au niveau national en Afrique du Sud, la réponse économique a été plutôt très bien organisée, bien qu'évidemment on a eu quelques soucis. C'était une réponse il s'est fait en trois phases, je dirais. Dès le départ, le début de la crise, il y avait des mesures assez diverses qui comprenaient des allègements fiscaux, le déblocage de fonds de secours en cas de catastrophe. Il y a eu un lancement de marchés publics relatifs à l'achat des différents équipements et aussi à l'augmentation des ressources techniques nécessaires à la réponse contre la pandémie. Et puis, il y a eu des mesures que je qualifie d'aide salariale par le biais du système d'assurance contre le chômage. Et puis, il y a eu des mesures de financement de petites entreprises visant à essayer de les garder à flot pendant la crise. Et puis, la deuxième phase des mesures que le gouvernement a prises ici en Afrique du Sud, c'était plutôt une réponse économique qui visait à stabiliser l'économie, à lutter contre le déclin extrême de l'offre et de la demande et à protéger les emplois. En date du 21 avril, si je ne me trompe pas, mais c'était vers la fin du mois d'avril, le président a annoncé un programme de soutien social et économique qui était d'un montant d'environ 500 milliards de rand sud-africains. Je ne sais pas exactement ce que ça doit faire en euros ou en francs CFA. Et ça a été finalisé. Et cela représentait environ 10% du PIB du pays. D'accord. Et au niveau régional, est-ce qu'il y a une certaine coordination? Au niveau régional, je dois aussi dire que les pays de la SADC, ça se fait au niveau de la SADC, hein. Au niveau de la SADC, dès le début de la crise, je me rappelle, c'était vers la 2e ou 3e semaine de mars, il y a eu un conseil des ministres de la SADC qui a immédiatement instruit au secrétariat de la SADC et à un sous-comité chargé des affaires macroéconomiques à travailler quotidiennement et à élaborer des recommandations sur les politiques à prendre par rapport à ce qui se passe. Et c'est un travail qui se fait chaque jour. Si, par exemple, on regarde les ressources qui sont disponibles sur le site web de la SADC, il y a des bulletins presque hebdomadaires qui sortent et qui mettent à jour les difficultés auxquelles les pays sont en train de faire face. Malheureusement, une politique régionale coordonnée. Et je vous pose la question à tous les deux, et d'abord à vous, Pierre. Malheureusement, la pandémie de Covid-19 a encore retardé la mise en place de la zone de libre-échange continentale. C'est encore une autre étape peut-être qui va rendre plus difficile la réponse au niveau africain. Je suis très heureux que vous ayez mentionné la zone de libre-échange continentale africaine, parce qu'à mon avis, la mise en œuvre effective du programme de transformation, du programme de la politique de la zone et aussi du programme de transformation productive de l'Union africaine peut effectivement renforcer les chaînes de valeur régionale. Ça peut réduire la vulnérabilité au choc extérieur et faire progresser la transition numérique. C'est un des piliers d'ailleurs de ce programme, et accroître la résilience économique face aux crises futures. Et cela va renforcer en effet l'industrialisation et créer
cette économie de plus en plus indépendante par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Et vous, M. Cissé? Ça a retardé, mais il faut absolument chercher, malgré tous les problèmes auxquels nous faisons face, il faut absolument chercher à travailler sur cela parce que ça sera pour mettre en place, oui, de réponse continentale. D'accord, M. Cissé? Voilà, c'est effectivement, ça ralentit la mise en œuvre, disons, de la zone de libre-échange, mais ça ne, disons, ce n'est pas une négation du potentiel de cette zone de libre-échange. Ça ralentit tout simplement le mécanisme, mais ce mécanisme reste une opportunité de taille. Alors, comme je parle d'opportunité, je dois aussi dire que nous devrions aussi parler de l'aspect opportunité de Covid pour l'Afrique. Parce que c'est aussi une opportunité, ce n'est pas seulement un problème, mais une opportunité parce que ça pose le problème de l'impératif de restructuration des économies africaines. C'était des économies basées sur les échanges extérieurs, orientées trop sur les échanges extérieurs. Maintenant, il nous faut restructurer les économies. D'accord, on pourra, pour si qu'elles produisent, soient plus dynamiques de façon interne. D'accord. C'est un sujet d'ailleurs qu'on un peu mieux à elles-mêmes. C'est un sujet qu'on va d'ailleurs aborder en seconde partie. Le débat intéresse quand même nos téléspectateurs qui ont réagi sur la page Facebook de VOA Afrique. On a Archiduc Théodore depuis N'Djamena qui écrit « Pour relancer l'économie africaine après les périodes noires et difficiles du Covid-19, il faudrait encourager les entreprises et les entrepreneurs par divers moyens comme les subventions financières, les crédits bancaires à faible taux d'intérêt et l'exonération de l'impôt pour 6 mois. » Et puis Arona Baldé à Dakar, il écrit « Malheureusement chez nous, les priorités sont ailleurs, comme la question de 3e mandat, au lieu de se pencher sur la relance économique. » C'est son avis, le débat est sur Facebook. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Je rappelle nos invités. Ici à Washington, Amadou Cissé, économiste, et à Pretoria, Pierre-Bertrand Ndaguirwa, consultant expert en relations internationales. Alors Amadou Cissé, l'endettement du continent estimé à 365 milliards de dollars. Alors pour soulager les économies africaines, il est surtout question, pour certains, de suspension de la dette. D'autres parlent d'annulation. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence? Bon, en urgence, il faut voir ce qui a été déjà fait, c'est-à-dire le moratoire sur la dette extérieure des pays africains et des autres pays en développement. Et il va sans dire qu'avec, disons, la persistance des effets du Covid, il faut envisager l'annulation. Mais nous avons d'autres sons de cloche qui disent que même l'annulation n'est pas suffisante. Le président du Niger, le président du Sénégal ont appelé non seulement à l'annulation, mais pour les États les plus fragiles, on a même appelé à plus que de l'annulation. Alors donc, plus que de l'annulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire le besoin de restructuration économique de ces pays-là. Voilà. Certains vont dire si on suspend ou on accorde un moratoire, ça ne fait que faire grossir la dette.
Qu'est-ce que vous en dites? Bon, pour le moratoire, disons, ça ne grossit pas la dette, mais ça la renvoie à plus tard. Et pour l'annulation, ça dit ce que ça dit. Quand on l'annule, ça veut dire que cette portion de la dette annulée ne s'ajoute pas au vieux stock. Maintenant, ce qui a le potentiel d'aggraver la dette, c'est quand l'orientation de l'économie ne change pas. Alors que les contraintes du Covid vont faire que ces économies-là vont être encore moins performantes qu'elles ne l'avaient été dans le passé, qui avait pourtant généré ce stock important de dette. Alors, Pierre Bertrand, la question de la dette n'est pas nouvelle, hein, et certains disent que si on annule la dette, ça ne fait qu'encourager les pays à s'endetter encore à l'avenir. Quelle est votre position sur cette question? Bah, écoutez, il y a plusieurs lignes de pensée ou écoles de pensée à ce niveau. Il y a ceux qui disent, par exemple, que l'annulation de la dette ne fait que favoriser la délinquance financière des États. Moi, je serais plutôt du côté de ceux qui disent que oui, il faut effectivement qu'il y ait un certain allègement, voire annulation, moratoire, quelle que soit la mesure prise, mais dans le sens d'alléger le fardeau qui pèse quand même sur ces économies qui sont déjà assez fragiles. Mais en même temps, il faut absolument que ce soit accompagné par des mesures de restructuration, de réorientation des économies, comme disait M. Cissé, parce que, écoutez, ça ne sera en fait que des ressources qui seront disponibles, mais qui, si jamais elles ne sont pas réorientées pour une bonne cause, elles ne serviront absolument à rien. Et ça, il faut même aller plus loin. Vous savez, au-delà de la réorientation des économies, il y a même la gestion de ces ressources qui seront disponibles. Et là, ça pourrait même nous amener à plus loin. On pourrait même se retrouver en train de parler maintenant de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption dans la gestion de ces fonds qui seront disponibles une fois que la dette est annulée ou qu'elle est allégée. Alors, je me dis qu'au-delà de la réorientation des économies, il faut aussi quand même une gestion beaucoup plus responsable et beaucoup plus stricte au niveau des ressources financières. Et maintenant, pour revenir à la question, je suis un peu perdu, mais pour revenir à la question posée, oui, la dette, il faut un certain allègement parce qu'il n'y a absolument pas moyen que les pays continuent à survivre avec le même fardeau qu'ils avaient avant pendant une période aussi difficile. Alors, quand on parle d'allègement, peut-être pour la dette publique, il y a des mécanismes assez, disons, qui existent. Pour la dette privée, à laquelle font de plus en plus recours beaucoup de pays, c'est un peu plus compliqué, sachant aussi que la Chine détient un tiers de la dette africaine. Tout ça, ça rend les choses plus compliquées, non, Pierre? Absolument, absolument. Mais dans tous les cas, tant qu'il n'y a plus moyen en anglais on dit to service ces dettes, il faut absolument prendre des mesures. Alors dans ce cas-là, il faut absolument prendre l'option des moratoires. Mais sinon, c'est clair que les pays ne vont pas pouvoir survivre et continuer à assurer les paiements de ces dettes pendant une période aussi difficile. C'est une réalité à laquelle on fait face. Il faut absolument qu'on s'y adapte. Et chaque fois qu'on parle de dette, moi je dis souvent, il faut toujours se mettre en tête, se rappeler que la dette, en fait, il y a plusieurs types de dettes. Il y a une bonne dette et une mauvaise dette. Une dette qui vous permet de générer, donc qui met de l'argent dans vos poches, et une dette qui vous appauvrit encore. C'est-à-dire que quelle que soit la mesure qui est prise pour alléger ce fardeau, il faut absolument que les ressources qui seront du coup disponibles soient utilisées de façon à générer ou alors à réparer ce qui est à réparer, à sauver ce qui est à sauver. D'accord. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site Internet et sur notre page Facebook, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.